Mon invité, c'est M. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre écarté des présidentielles en RDC. Il mène un lobbying intense pour des élections crédibles, impartiales et inclusives. Il a rencontré sur la place de Paris et de Bruxelles les leaders de l'opposition en vue de la mise en place d'une plateforme et de la désignation d'un candidat unique pour affronter le candidat désigné de la majorité en place. Adolphe Muzito est mon invité. Monsieur Adolphe Muzito, bonjour. Bonjour. Ancien Premier ministre de la RDC, vous avez installé vos quartiers en Europe depuis quelque temps. Quel est votre agenda? Non, l'agenda, il n'y a pas un agenda spécial. En fait, j'ai travaillé à mettre ensemble, à contribuer à ce que les opposants se rencontrent, les opposants au régime de Kabila. Et nous y avons travaillé à plusieurs, entre nous, donc candidats au président de la République, pour qu'on examine ensemble une stratégie pour les deux fronts qui se présentent à nous. Les premiers, obtenir des élections transparentes, inclusives, et qui écartent la machine à voter et qui corrigent les fichiers et qui intègrent les principes d'inclusivité. Ça, c'est d'une part. D'autre part, essayer de trouver d'une vision commune et d'un programme commun pour que le candidat qu'on aura choisi puisse l'emporter. Vous avez commencé par une série de tribunes pour attirer l'attention sur ce processus électoral. Vous avez été parmi les premiers à montrer votre défiance vis-à-vis du processus. Vous avez même évoqué depuis très longtemps un troisième dialogue. Êtes-vous toujours sur cette ligne? Oui, et je n'exprimais pas le vœu d'avoir un troisième dialogue. J'ai constaté que les choses telles qu'elles évoluaient, la classe politique finirait toujours par se réaliser l'importance d'un troisième dialogue pour réajuster les tirs. Et je crois que nous sommes en train d'y aller. De quoi doit-on se méfier le plus? De la CENI ou de la machine, toute la machine ou du système qui est en place aujourd'hui? Et il faut se méfier du régime qui conduit politiquement le processus. Voyez-vous comment les choses se passent? D'une part, on dit au président de la République, à la CENI qui pilote politiquement, et qui a mis sous ses bottes d'écarter la machine à voter, de corriger les fichiers électoraux, mais de faire en sorte que le processus électoral soit inclusif. Ils n'ont jamais écouté, ils n'ont jamais, les fiscs, essayé de s'arrêter pour qu'ensemble on examine cela. Et ensuite, voyez-vous comment la liste, la procédure engagée par la CENI pour élaborer la liste provisoire avec la présidente de la République, et tout s'est fait suivant d'un critère essentiellement politique. Dans un premier temps, ils ont écarté Katouri, on l'a empêché de rentrer au pays pour exprimer ses ambitions. Dans un second temps, on a écarté Adolphe Muzito du processus. Le motif serait sa candidature serait en conflit avec le parti politique, alors que mon ancien parti politique, le parti de l'Unité unifié par nous, alors que je me suis présenté sous les couleurs de l'UREF. C'est même clairement établi dans la feuille d'observation de la CENI. Et ensuite, ils ont aussi écarté Jean-Pierre Bemba. Voilà, donc tout cela montre bien que le processus lui-même n'est pas crédible et qu'il faut le corriger. Pourquoi Muzito fait-il peur? Il faut poser la question à ceux qui ont peur. C'est peut-être l'indépendance de mes idées. Je n'accepte pas de faire allégeance. J'ai fusionné des convictions et je pense que je maintiens mon option, à savoir que je ne peux pas travailler avec un régime qui n'obéit à aucun règle, qui est en train finalement de saborder l'économie du pays, qui est en train de saborder le processus électoral, qui ne respecte pas la souveraineté du peuple, celle de se choisir des dirigeants qu'elle veut. Et le président de la République est à la tête du pays bientôt 2 ans sans mandat du peuple. C'est inacceptable tout simplement. À vous écouter, il n'y a plus de règles. Donc quand il n'y a plus de règles, donc il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de limites. Quand la passion l'emporte sur le reste, je crois que finalement c'est la haine. Et avec la haine, on ne peut pas construire. On ne peut pas
construire le pays. On ne mérite pas d'être à la tête de l'État. La crise s'installe durablement, à votre avis. À 3 mois de cette élection, doit-on mettre en place une autre procédure où on peut encore corriger ce qui est en place aujourd'hui? On peut corriger ce qui est en place. Il suffit tout simplement d'écarter la machine à voter et de revenir sur le système de bulletins. Il suffit de corriger les fichiers électoraux. Si ça demande un peu plus de temps, on peut faire un glissement strictement technique. Voilà ce que nous demandons. Et puis politiquement, on accepte le principe de l'inclusivité en permettant que tout le monde exprime ses ambitions et que le peuple soit le seul arbitre qui choisit, c'est lui ou ceux qui veulent voir diriger son pays. Vous évoquez l'inclusivité, mais peut-être il y a une porte qui s'est ouverte. On a vu la plupart des candidats écartés pour double nationalité ou nationalité douteuse, récupérés par la Cour constitutionnelle. Vous pensez que cette Cour n'est pas en mesure de prendre ou de répondre à vos réserves qui semblent politiques, parce que vous dites que vous avez été écarté sur des critères politiques? Oui, ben, j'ai bien peur que aussi ceux qu'on réhabilite les soient sur base des critères politiques. Moi, je ne préjuge de rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on respecte le principe républicain, que la règle du jeu soit la même pour tout le monde. La règle du jeu, elle est là. Il y a, sur les 5 qui avaient posé sur la déclaration de Bruxelles, 2 sont dans la course, 3 n'y sont pas. Est-ce que cette équipe est en mesure de gagner au-delà de toute considération dans la configuration actuelle où, comme beaucoup le disent, il faut faire marquer un arrêt et passer par une transition pour vraiment nettoyer ce qui n'est pas bon? Les 2 hypothèses sont possibles. Je crois que dans la configuration actuelle, si les élections sont transparentes, si on accepte le principe de l'inclusivité et de la transparence des élections, on corrige les fichiers électoraux, même dans la configuration actuelle avec les 2, ou les 3, ou les 4, avec l'invalidation de nos 3, nous pourrions soutenir un candidat et battre campagne pour lui. Mais ça suppose qu'on se mette d'accord sur le programme. Donc la question essentielle, c'est celle de la transparence et de l'inclusivité. Et si nous obtenons ça, nous finirons toujours par choisir un seul candidat. Un seul candidat pour la présidence, mais il n'y a pas que ça comme poste. Il faut battre campagne pour gagner la majorité parlementaire. Ça suppose qu'il faut préparer à avoir suffisamment de députés, y compris pour conduire le gouvernement. Il ne suffit pas de gagner la présidence de la République, qui est une institution, et perdre les autres institutions. Parce qu'il est toujours possible que celui qui gagne la présidentielle n'ait pas la majorité parlementaire et donc ne conduise pas le gouvernement. Or, c'est le gouvernement qui gère la politique du pays. Il faut une majorité parlementaire pour former le gouvernement. Mais pour gagner, il faut aussi avoir un programme commun, un message commun. Oui. C'est pourquoi nous disons pour nous, il y a 2 fronts qui se complètent. Et successivement, il y a d'abord obtenir des perspectives de bonnes élections. Une fois les perspectives des élections sont à l'horizon, on peut choisir un candidat dont nous sommes sûrs de faire gagner. Tout simplement parce que dans l'entretemps, puisque les élections seront transparentes, et que nous battrons campagne pour celui-là sur fond d'un programme commun qu'on aura discuté préalablement. Je ne parle pas d'un programme commun qu'on va arrêter dans une salle close. Donc, il faut que chacun de nos candidats, validés ou invalidés, batte campagne dans la période préélectorale et qu'il puisse vendre son projet d'abord son offre politique auprès du peuple, mais qu'ensemble, on aille vers la synthèse. Que celui qui va nous représenter à l'échelle nationale soit porteur de la synthèse, mais aussi ceux qui vont battre campagne pour les élections, parce qu'il y a 2 élections, les élections présidentielles, les élections législatives nationales et les élections présidentielles provinciales, qui vous donnent le Sénat. Qui vous donnent le Sénat. Donc c'est tous ces partages sur lesquels il faut battre campagne et avoir un même discours. Alors vous avez relevé quand même un élément qui est important, c'est aller ensemble, il faut un minimum de confiance. La confiance existe-t-elle entre les poids lourds, les leaders de cette opposition? La confiance, ça ne se décrète pas. A priori, il y a les égos, il y a les ambitions, mais tout ça nous devons y travailler ensemble. C'est en nous travaillant ensemble, en ayant une même vision partagée sur les défis à relever, sur l'ordre des priorités de ces défis, sur la thérapeutique pour résoudre le problème, que nous pourrons cheminer vers la confiance mutuelle dans une division du travail institutionnel
autour d'un seul pouvoir. Donc je crois que tout doit se construire dans la durée. Alors, ça se construit dans la durée, mais du côté électoral, très peu de temps vous reste. M. Corneille Nangaa a déclaré sur une chaîne internationale où vous êtes intervenu vous-même qu'il n'est pas là pour chercher la confiance. Et moi j'attendais une réaction de votre part, vous qui avez pratiqué deux présidents de CENI, Malou Malou et Ngoï Moulunga. Vous pensez vraiment que à l'étape actuelle, on peut encore sauver ce processus? S'il y a la volonté de la part des uns et des autres, nous pensons qu'on peut le sauver. Il suffit que Nangaa et son patron, M. Kabila, acceptent de retirer les machines à voter. On revienne à la formule classique des bulletins. Il suffit qu'ils acceptent de trier ou de sélectionner les candidatures, non pas sur la base des critères politiques, mais des critères impartiaux. Je crois qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons sauver le processus ou aller vers un glissement qui soit technique d'un mois, 2 mois, etc. Il y a toujours, c'est une question de volonté politique. En ce qui nous concerne, nous, le défi de nous mettre ensemble autour d'une vision partagée et que chacun de nous mobilise son électorat dans la période préélectorale et qu'ensemble on chemine vers un programme. À ce moment-là, nous pourrons gagner ces élections. Mais que font vos représentants à la CENI? Oui, mais la CENI est instrumentalisée. Mais vous avez quand même désigné des gens pour vous représenter dans cette instance. La CENI, c'est aussi la démocratie. Si vous êtes mis à minorité par ceux qui finalement manipulent, qu'est-ce que vous voulez bien faire? Nos représentants à la CENI, ils sont sous la botte de M. Kabila et de son régime, c'est clair. Demain, vous ne serez pas d'accord pour reconduire une CENI, vous serez pour que ce processus soit récupéré par l'administration publique? Ah oui, absolument, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est parce que nous pensons qu'il faut se contrôler mutuellement. C'est pourquoi on a mis plutôt des représentants de partis politiques. C'est déjà une tare que de se voir dans l'obligation de faire. Là encore, parce que l'administration, elle aussi, a toujours été infantilisée. Les jours où nous atteignons l'étape d'une administration impartiale, je crois qu'on n'aura pas besoin d'une CENI. Le chantier est énorme pour le Congo, parce que je croyais que ça s'est limité à relever le pays économiquement, mais à vous écouter, le chantier doit commencer pour une administration à remettre en marche. Ah oui, absolument. Il faut commencer par l'administration. Mais l'administration, elle aussi, pour la mettre en place, il s'agit d'abord de mieux la payer, mieux la lotir, mieux l'équiper. Mais ça suppose aussi une bonne économie, des bonnes finances. C'est tout un système qu'il faut reconstruire. Il faut d'abord une bonne économie et le reste peut suivre, pourvu qu'on crée la richesse, mais qu'on la répartisse correctement et qu'on gère cette richesse-là de manière transparente.